Je m'appelle Grace Meyers, j'ai 36 ans. Il y a 20 ans, mes parents m'ont mise à la porte, parce que je suis tombée enceinte, alors que j'étais en classe de seconde. J'avais 16 ans. La pluie de novembre, une seule valise. Ma mère pointait la porte du doigt, en me disant que, pour eux, j'étais morte. Ce soir-là, ils ont signé des papiers, pour m'effacer de la famille. Moi, n'importe quel enfant, que je pourrais un jour avoir. J'ai gardé ces papiers. J'ai tout gardé. Pendant 2 décennies, j'ai été invisible. Ils ont dit à tout le monde, que j'avais déménagé à l'étranger, ils ont construit leur réputation impeccable, sur la tombe de la fille qu'ils avaient rejetée. Puis, la semaine dernière, ils ont débarqué chez moi, désespérés, tout sourire, exigeant de rencontrer leur petit-fils. Un petit-fils dont ils se vantaient, depuis des mois, auprès de 200 de leurs amis les plus puissants. Ils m'ont offert $250 000. Ils n'avaient aucune idée, que ce petit-fils qu'ils promettaient à tout le monde, n'existait pas. Et ce qu'ils ont trouvé à la place, allait réduire en miettes, tout ce qu'ils avaient passé 50 ans à bâtir. Portland, Oregon, novembre 2004. J'avais 16 ans, j'étais en seconde à l'Académie Sainte-Catherine, j'étais la cadette de Richard et Diane Meyers. Sur le papier, nous étions la famille parfaite. Mon père possédait un cabinet d'avocats immobiliers prospères, en plein centre-ville, Meyers Associés, fondé en 1987. Ma mère était présidente de l'association des parents d'élèves, depuis 4 années consécutives. Nous nous asseyions au premier rang, à l'église Grace Fellowship, chaque dimanche, vêtus de tenues coordonnées, que ma mère choisissait avec soin le samedi soir. Mais chaque famille a sa hiérarchie, j'ai appris la mienne très tôt. Nathan, mon frère aîné, avait 22 ans, il était en 3e année d'école dentaire. Il était la fierté de la famille, le fils qui porterait le nom des Meyers. Caroline, 20 ans, étudiait pour devenir enseignante. La belle-fille, qui ne remettait jamais rien en question. Et puis, il y avait moi. J'étais ce que ma mère a un jour appelé la surprise. Née quand elle avait 34 ans, 6 ans après avoir cru, qu'elle en avait fini avec les enfants. Je ne pense pas, qu'elle m'ait jamais pardonné, d'avoir perturbé ses plans. Les signes étaient subtils, mais constants. Les photos de famille, affichées en évidence dans le salon, ne comprenaient bizarrement jamais mes portraits scolaires. Les conversations au dîner, tournaient autour des stages cliniques de Nathan, ou des placements d'enseignantes stagiaires de Caroline. Quand je mentionnais que j'étais au tableau d'honneur, mon père hochait la tête, disait, c'est bien, Grace, avant de se retourner vers Nathan. J'ai appris à me faire petite, à ne pas trop demander, à ne pas avoir trop de besoins. Mon père avait un dicton, qu'il répétait à chaque réunion de famille, la réputation prend 20 ans à se construire, 5 minutes à se détruire. Je ne comprenais pas, à l'époque, à quel point ces mots deviendraient prophétiques, ni que je serais, moi-même, les 5 minutes qu'il craignait tant. J'ai rencontré Marcus Webb, à la bibliothèque publique du centre-ville. Cela semble banal, mais pour moi, la bibliothèque était un sanctuaire. Un endroit où personne ne me comparait à mes frères sœurs, et où personne ne me rappelait des attentes, que je ne pourrais jamais combler. J'y allais 3 après-midi par semaine, officiellement pour étudier, mais en réalité, juste pour respirer. Marcus fréquentait le lycée Jefferson, l'école publique dont mes parents ne reconnaîtraient jamais l'existence. Il avait 17 ans, travaillait à temps partiel, dans le garage automobile de son oncle, il avait les yeux les plus doux que j'ai jamais vus. Il m'a trouvé en train de pleurer, dans la section des biographies, un après-midi d'octobre, après que ma mère a oublié de venir me chercher à l'école, pour la 3e fois ce mois-là. Et, a-t-il dit, en s'asseyant en face de moi. Ça va? Personne ne m'avait posé cette question, depuis très longtemps. Nous sommes sortis ensemble en secret, pendant 2 mois. Il était doux, patient, il me donnait l'impression de compter, d'être quelqu'un, dont on valait la peine de se souvenir. 28 octobre 2004. Je n'oublierai jamais, le moment où j'ai regardé ce test de grossesse, dans les toilettes d'une station-service, à 5 km de mon école. 2 lignes roses. Mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler. Quand je l'ai dit à Marcus, il n'a pas fui, il n'a pas cherché d'excuses. Il m'a pris les mains, m'a dit, on va trouver une solution ensemble, Grace. Tu n'es pas seule. Je voulais le croire. Une partie de moi le croyait. Mais je connaissais mes parents.
Je savais ce qui comptait pour eux. Et je savais, qu'en leur annonçant la nouvelle, leur première question ne serait pas « Est-ce que tu vas bien ?», mais plutôt « Qu'est-ce que les gens vont penser ?» J'ai décidé de leur dire, lors du dîner dominical. Je ne savais pas, que ce serait le dernier repas, que je prendrais dans cette maison. Dimanche 14 novembre 2004, 19h32. Le roast-beef était trop cuit. Je me souviens de ce détail, parce que je le fixais, en essayant de trouver le courage de parler, pendant que mon père se plaignait d'un litige foncier, que ma mère calculait, quelle famille assisterait au gala de Noël de l'église. J'ai quelque chose à vous dire. La table est devenue silencieuse. 4 visages se sont tournés vers moi. Mes parents, Nathan, revenu pour le week-end, Caroline, en visite depuis l'université. J'étais enceinte de 8 semaines, je ne pouvais plus le cacher. Je suis enceinte. La fourchette de ma mère a cliqueté contre son assiette. Mon père n'a pas bougé. Qui est le père? Sa voix était de glace. Est-ce quelqu'un de Sainte-Catherine? Quelqu'un que nous connaissons? Il s'appelle Marcus Webb. Il va au lycée Jefferson. Il va à l'école publique? Le visage de ma mère était devenu livide. Tu as fréquenté un garçon de l'école publique? C'est quelqu'un de bien, maman. Mon père a coupé court. Que fait son père? Il vit avec son oncle. Il travaille dans un garage. Le silence qui a suivi, a duré exactement 11 secondes. J'ai compté. Puis, mon père s'est levé. Tu ne le garderas pas. Richard, a commencé ma mère. Elle ne détruira pas tout ce que nous avons construit. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère, comme si j'étais quelque chose qu'il fallait éliminer. Si tu gardes ce bébé, tu ne fais plus partie de cette famille. À 21h15, je me tenais sur le porche, avec une seule valise, la pluie trempant mon pull. Ma mère avait ouvert la porte, avait désigné l'extérieur du doigt. Pas mon père. Ma mère. Nathan Caroline regardait depuis la fenêtre de l'étage. Aucun d'eux n'est descendu. J'ai appelé Marcus, depuis une cabine téléphonique, à la station-service de la rue Malbury. Mes mains tremblaient tellement, que je pouvais à peine composer le numéro. Il a décroché à la 2e sonnerie. Grace, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont mise à la porte. 20 minutes plus tard, le pick-up de son oncle s'est garé, devant la station. Marcus a sauté du véhicule, avant même qu'il ne soit complètement arrêté. Il m'a enveloppé dans sa veste, ma tenue, pendant que je sanglotais contre sa poitrine. Je suis là, a-t-il dit. Je m'occupe de toi. Nous n'avions pas de plan. Nous avions $300 à nous deux, un pick-up avec des freins douteux, nulle part où aller. C'est là que Margaret Torres a sauvé ma vie. Elle était notre voisine, à 3 maisons de celle des Meyers. Elle avait 62 ans, était institutrice à la retraite, elle était la seule personne de notre rue, qui ne traitait pas mon père, comme s'il était le propriétaire du quartier. Elle m'avait vu, depuis sa fenêtre, debout sous la pluie. Elle avait observé assez longtemps, pour comprendre. Tu peux rester chez moi, a-t-elle dit, quand j'ai frappé à sa porte, vers 22h. Aussi longtemps qu'il le faudra. Nous sommes restés 2 semaines, dans la chambre d'amis de Madame Torres, avant que Marcus ne nous trouve un studio à Seattle. $425 par mois, au-dessus d'une laverie automatique, qui sentait l'eau de Javel, l'espoir de seconde main. Mes parents avaient fait rédiger des papiers, par leur avocat, le soir même où ils m'avaient jeté dehors. Je le sais, parce que mon père m'en a envoyé une copie, 3 jours plus tard. Courrier recommandé, avec accusé de réception, comme s'il s'agissait d'une simple transaction commerciale. Le document stipulait que Grace Elizabeth Meyers renonçait à tous ses droits d'héritage, que la famille Meyers n'avait aucune obligation légale ou morale, envers elle, ou tout enfant né d'elle. J'ai gardé ce papier. Je l'ai gardé pendant 20 ans. Lily Grace Myers Webb est née le 6 juillet 2005, au centre médical Arborview, à Seattle. 3 kg 300, 10 doigts, 10 orteils. Les yeux marrons de son père, mon menton têtu. Elle est venue au monde en hurlant, je me suis dit, très bien, crie. Fais-toi entendre. Ne laisse jamais personne te faire sentir petite. Les 5 premières années ont été un combat pour la survie.
Marcus faisait des doubles services, dans un garage à Ballard, pendant que je passais mon équivalent du baccalauréat. Ensuite, j'ai commencé des cours à l'université communautaire, 2 par 2, tout ce que je pouvais gérer, avec l'emploi du temps de Lily. Nous vivions de nouilles instantanées, va de pain gratuit, provenant du bac des invendus de la veille, à la boulangerie du coin. J'ai appris à coudre des pièces sur des pièces, pour étirer chaque dollar. J'ai envoyé un faire-part de naissance à mes parents, quand Lily est née. Pas de réponse. J'ai envoyé une photo pour son premier anniversaire. Silence. À son deuxième anniversaire, j'ai arrêté d'essayer. Marcus moi ne nous sommes jamais mariés. Nous nous disions toujours, que nous le ferions un jour, quand nous aurions l'argent pour un vrai mariage. Quand la vie se calmerait. Mais ce ben jour était sans cesse repoussé. Puis, le 15 mars 2010, un camion de livraison a grillé un feu rouge, sur Aurora Avenue. Marcus rentrait du travail, après un service de nuit. L'officier de police qui est venu frapper à ma porte, a dit qu'il était mort sur le coup. Il avait 26 ans. Lily en avait 4. La police d'assurance vie de Marcus, par son travail, a versé 12 000 $. C'était tout. 12 000 $, pour 26 ans de la vie d'un homme bon. J'avais 22 ans, j'étais mère célibataire avec une fille de 4 ans, je n'avais absolument personne à appeler. J'aurais pu abandonner. Je ne l'ai pas fait. J'avais commencé à réaliser de petits projets de décoration d'intérieur, du vivant de Marcus. Je décorais des appartements, pour des voisins qui ne pouvaient pas s'offrir de professionnels. Je mettais en valeur des maisons, pour des agents immobiliers, prêts à donner sa chance à une jeune mère, sans diplôme. Les gens disaient, que j'avais l'œil pour ça. Un don, pour transformer de petits espaces en foyers chaleureux. Après la mort de Marcus, je me suis jeté corps à âme dans ce travail, comme si ma vie en dépendait. Parce que c'était le cas. En 2012, j'ai rencontré Eleanor Vance, lors d'un atelier de design, au Seattle Central College. Elle avait 52 ans, venait de prendre sa retraite, en tant que directrice artistique d'un grand cabinet de design, elle chercher un projet. Pour des raisons que je ne comprends toujours pas tout à fait, elle m'a choisi. Tu as du talent, a-t-elle dit, après avoir examiné mon portfolio. Brut, pas encore poli, mais réel. Laisse-moi t'aider à le façonner. En 2014, avec le mentorat d'Eleanor, un prêt de 50 000 $ que j'ai mis 3 tentatives à obtenir, j'ai fondé Art Home Interior. Notre premier bureau, était un placard aménagé, dans un espace de travail partagé. En 2018, nous avions 8 employés. Chiffre d'affaires, 1,2 million de $. En 2022, le magazine Seattle May a publié un article de fond sur moi. De mère adolescente à PDG du design, l'histoire de Grace Meyers. La journaliste a passé 3 jours à m'interviewer, sur mon parcours. La grossesse à 16 ans, le fait d'être coupé de ma famille, la perte de Marcus, la création d'une entreprise à partir de rien. Je lui ai tout dit, sauf le nom de mes parents. Pas pour les protéger. Mais pour protéger Lily, de quiconque pourrait essayer de la lier à des gens, qui n'avaient jamais voulu qu'elle existe. En 2024, j'ai 22 employés. Chiffre d'affaires, 4,2 millions de $. Un bureau d'angle, avec vue sur Capitol Hill. Ma fille a 19 ans, elle est en 2e année à l'université de Washington, elle se spécialise en psychologie. Elle est brillante, courageuse, elle est tout ce que j'espérais qu'elle devienne. 20 ans, sans aucun contact de la famille Meyers. Jusqu'à la semaine dernière. Mardi 5 novembre 2024, 18h47. Je venais de rentrer d'une réunion client. Une cadre de la tech, qui rénovait sa propriété au bord de l'eau, à Mersey Island. Un contrat d'une valeur de 800 000 $. Mon esprit parcourait encore les échantillons de tissu, les options d'éclairage. Quand j'ai tourné dans ma rue, que j'ai vu la voiture, une Mercedes-Benz classe S noire, plaque de l'Oregon, mon cœur s'est arrêté. Je me suis garé dans mon allée, je suis resté assise pendant 1 minute entière, agrippé au volant, observant 2 silhouettes debout devant ma porte. L'homme avait les cheveux gris maintenant, les épaules voûtées. La femme se tenait toujours avec cette posture rigide. Je me souvenais de cette vigilance constante, contre tout ce qui pourrait perturber son monde, si soigneusement construit. Richard Diane Meyers, mes parents.
Je ne les avais pas vus depuis 20 ans. J'ai envisagé de repartir, d'aller dans un hôtel, d'appeler Lily, va de prétendre que cela n'arrivait pas. Mais j'avais 36 ans. Je possédais une entreprise. J'avais construit une vie sans eux. Je ne fuirais pas. Je suis sorti de ma voiture, j'ai marché vers eux. Mon père a parlé le premier. Grace, tu as l'air. Il s'est interrompu, en m'analysant du regard. Mon manteau de créateur, mon sac en cuir, ma maison. Eh bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Ma mère s'est avancée. Son visage avait plus de rides maintenant. Ses cheveux étaient d'une teinte blond cendré très travaillée, qui ne correspondait pas tout à fait à son âge. Nous sommes au courant pour ton fils, Grace. Nous savons que tu as un fils. Je l'ai dévisagé. Nous aimerions le rencontrer, a ajouté mon père. Nous aimerions nous reconnecter, en tant que famille. L'absurdité de la situation a failli me faire rire. 20 ans de silence. 20 ans à faire comme si je n'existais pas. Et maintenant, il se tenait sur mon porche, demandant à rencontrer un petit-fils, qu'il n'avait jamais pris la peine de connaître. Un petit-fils, qui n'existait même pas. Je les ai laissés entrer dans ma maison. Je ne sais toujours pas pourquoi. Peut-être que j'avais besoin d'entendre, à quoi 20 ans de silence avaient mené. Mon père s'est assis dans mon salon, comme s'il évaluait une propriété pour un achat, scrutant le parquet, les étagères sur mesure, les œuvres d'art originales au mur. Ma mère s'est perchée sur le bord de mon canapé, les mains jointes, le dos bien droit. Votre anniversaire, ai-je dit. C'est pour ça que vous êtes ici. 50 ans. Mon père a presque souri. Le 15 novembre. Nous organisons une célébration à l'hôtel Hetman. 200 invités. Le maire sera présent, le pasteur Harrison, le conseil d'administration du Rotary Club. Quel est le rapport avec moi? Ma mère a échangé un regard avec mon père. Il y a eu des questions, Grace, à ton sujet. Sur ce qui s'est passé il y a 20 ans. Les gens parlent, a ajouté mon père. Certaines personnes se souviennent, que nous avions un troisième enfant. Ils demandent où tu es. Ce qui t'est arrivé. Nous avons toujours dit que tu étais parti, que tu vivais à l'étranger. Mais ces derniers temps, les questions sont devenues plus insistantes. Donc, vous avez besoin que je fasse une apparition. Pour montrer à tout le monde, que la famille Meyer s'est unie heureuse. Nous avons besoin de ton fils. La voix de ma mère était ferme. Nous avons parlé de lui aux gens, de notre petit-fils. Il devrait être là, pour représenter la prochaine génération de la famille Meyers. La pièce est devenue très calme. Qui vous a dit que j'avais un fils? Nous avons lu cet article. Mon père a agité la main, d'un air dédaigneux. Le papier dans le magazine. Il mentionnait ton enfant, ton entreprise prospère. Tu as mieux réussi, que ce que nous espérions. Mieux que ce qu'ils espéraient. Comme si j'avais été noté. Comme si toute ma vie était un examen, que j'aurais pu rater. Et si je refuse? La mâchoire de mon père s'est crispée. Ne compliquons pas les choses, Grace. Mon père a fouillé dans sa mallette en cuir, en a sorti un chèque en blanc. La vue de ce chèque m'a retourné l'estomac. Nous sommes prêts à te dédommager, a-t-il dit, en le posant sur ma table basse. 250 000 $. Tu amènes ton fils à la fête, vous restez 3 heures, on prend quelques photos de famille, ensuite, tu peux retourner à ta vie. J'ai regardé le chèque, puis ma mère, qui hochait la tête comme s'il s'agissait de la proposition la plus raisonnable au monde. 250 000 $, ai-je répété. C'est ce que coûte 20 ans de silence? Nous sommes également prêts à te réintégrer, dans la fiducie familiale. Ma mère s'est penchée en avant, sa voix tombant à un murmure conspirateur. Le patrimoine total est évalué à 3,8 millions de $. Tu aurais une part égale, avec Nathan Caroline. J'ai pensé à ce studio au-dessus de la laverie. Aux nuits où j'avais fait des doubles services, pendant que Lily dormait dans un parc pour bébés, derrière le comptoir d'un café, parce que je ne pouvais pas me payer de babysitting. Aux années passées à construire quelque chose à partir de rien, pendant qu'ils étaient assis dans leur manoir de Portland, faisant comme si je n'avais jamais existé. Et si je dis non? L'expression de mon père s'est durcie.
Nous préférerions ne pas impliquer ton fils directement, Grace, mais si nécessaire, nous pouvons le contacter nous-mêmes. Lui expliquer la situation, l'aider à comprendre son histoire familiale. C'était une menace. Subtile, mais sans équivoque. Vous voulez contacter mon enfant, ai-je dit lentement. Et lui raconter votre version de ce qui s'est passé. Nous voulons redevenir une famille, ma mère a écarté les bras, l'image même de la raison. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? J'allais répondre, quand j'ai entendu des pas dans l'escalier. Et tout a changé. Maman, tout va bien? J'ai entendu des voix. Lily s'est arrêtée au bas des escaliers, son manuel de psychologie encore à la main. Elle portait un jogging, un sweat à capuche de l'université de Washington. Ses cheveux noirs étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une étudiante de 19 ans, qui révisait dans sa chambre. Ma mère s'est levée brusquement, son visage passant par la confusion, le calcul, quelque chose de proche de l'horreur. Qui est-ce? C'est Lily. Je me suis levé, me plaçant légèrement entre ma fille et mes parents. Ma fille. Votre petite fille. Une fille? La voix de mon père a déraillé. Mais on nous a dit. L'article disait. L'article disait enfant. Vous avez supposé le reste. Le regard de Lily est passé de moi aux étrangers, dans notre salon. La compréhension s'est fait jour dans ses yeux. Ce sont eux. Les grands-parents qui t'ont mise à la porte, quand tu étais enceinte de moi. Ma mère a tressailli. Ce n'est pas. C'était plus compliqué que ça, à l'époque. Quelle partie était compliquée? Lily a croisé les bras. La partie où vous jetez une gamine de 16 ans sous la pluie, ou celle où vous passez 20 ans, à prétendre qu'elle n'existe pas? Jeune fille, a commencé mon père. Je ne suis pas votre jeune fille. Je suis la petite fille que vous n'avez jamais voulu rencontrer. Celle que vous avez essayé de faire disparaître. La voix de Lily était stable, mais je voyais ses mains trembler. Je sais tout. Maman ne m'a jamais rien caché. Je connais la lettre. Je connais les papiers d'héritage. Je sais que vous avez dit à vos amis qu'elle était partie à l'étranger. Mes parents sont restés assis, dans un silence de plomb. Lily m'a regardé. Ils sont venus ici pour un petit-fils, n'est-ce pas? Quelqu'un qu'ils pourraient exhiber. Oui. Elle s'est retournée vers eux, avec un sourire froid. Surprise. Mon père s'est ressaisi plus vite que ma mère. Je l'ai vu recalibrer. L'avocat en lui, analysait cette nouvelle variable. Une petite fille, a-t-il dit prudemment. Ça peut marcher. Nous pouvons ajuster le récit. Lily peut venir à la fête en tant que... En tant que quoi, a coupé Lily. La petite fille secrète, que vous cachez depuis 19 ans. La fille de la mère ado, que vous avez jetée? Nous pourrions dire que tu étudiais à l'étranger, la voix de ma mère était maintenant suppliante. Que tu viens de rentrer. Une réunion surprise. Je suis né à Seattle. Je n'ai jamais quitté le pays. Je suis en 2e année à l'UW. Lily a ri, mais c'était un rire sans joie. Est-ce que vous vous entendez, au moins? Vous voulez que je mente à 200 personnes, sur mon existence tout entière? La fête est le 15 novembre. Mon père a vérifié sa montre, comme si le temps était la seule variable importante. Dans 10 jours. Nous avons besoin d'une réponse pour le 10. Je me suis levé. Je pense que vous devriez partir. Grace, réfléchis à ce que nous avons dit. Je vais réfléchir, mais pas ce soir. Pas avec Lily ici. Ma mère s'est levée, ramassant son sac à main. À la porte, elle s'est retournée. C'est une occasion de guérir, Grace. De laisser le passé derrière nous. Ne laisse pas de vieilles blessures te coûter ton avenir. Je les ai regardés marcher jusqu'à leur Mercedes. J'ai regardé mon père aider ma mère à s'installer côté passager, de la même façon qu'il l'avait fait 1000 fois auparavant. Comme s'il s'agissait d'une soirée ordinaire. Quand la voiture a disparu au coin de la rue, Lily a pris la parole. Tu ne vas pas vraiment envisager ça, n'est-ce pas? J'ai regardé ma fille. Cette jeune femme courageuse brillante, que j'avais élevée seule.
La personne que Richard Vadian Meyers avait essayé d'effacer de la réalité, avant même sa naissance. Non, ai-je dit. Mais je n'en ai pas encore fini avec eux. Cette nuit-là, après que Lily se soit couchée, j'ai sorti un coffre ignifuge du fond de mon placard. Je ne l'avais pas ouvert depuis des années. À l'intérieur, se trouvaient les documents de mon effacement. La lettre de déshéritage notariée, datée du 14 novembre 2004, signée par Richard Allen Meyers Vadian Elizabeth Meyers. Attestée par un notaire nommé Harold Brennan. Je me souvenais du jour où mon père me l'avait envoyé, en recommandé. Comme s'il voulait s'assurer que je sache exactement à quel point il avait été méticuleux. Le document faisait 3 pages. Un langage juridique conçu pour être inattaquable. Garantissant que Grace Elizabeth Meyers renonce par la présente à toute réclamation sur la succession de la famille Meyers, que la famille n'a aucune obligation légale ou morale envers la partie susmentionnée, ou tout dépendant de celle-ci. Tout dépendant de celle-ci. Lily, réduite à 4 mots dans un document légal. Effacée avant d'avoir pris sa première inspiration. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone. Je les ai téléchargés sur mon stockage en ligne, j'ai fait des copies de sauvegarde. Maman. J'ai levé les yeux. Lily se tenait sur le seuil de ma porte, les bras croisés sur sa poitrine. Je n'arrivais pas à dormir non plus. Elle s'est assise à côté de moi sur le lit, regardant les documents étalés sur ma couette. C'est la lettre? Oui. Elle a ramassé la première page, lisant lentement. Quand elle a fini, ses yeux brillaient de larmes, qu'elle refusait de laisser couler. Ils l'ont vraiment fait, a-t-elle chuchoté. Ils t'ont vraiment rayé de la carte, comme si tu n'étais rien. Ils l'ont fait. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'ai regardé ma fille, l'épreuve de 20 ans de cruauté calculée, étalée devant nous. Je ne sais pas encore, ai-je admis. Mais quoi que je fasse, ils ne pourront plus faire semblant. Lily a hoché la tête lentement. J'ai peut-être une idée. Le lendemain matin, j'ai passé un appel, que je n'avais pas passé depuis plus d'1 an. Margaret Torres a répondu à la 3e sonnerie. Grace? C'est toi, ma chérie? Madame Torres? J'ai souri malgré tout. J'espère que je ne vous appelle pas trop tôt. À mon âge, tôt est relatif. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as un poids sur les épaules. Je lui ai parlé de la visite de mes parents, du petit-fils qu'ils avaient inventé, de la fête d'anniversaire, des $250 000. Quand j'ai eu fini, la ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Ces gens-là, a-t-elle finalement dit. 20 ans, ils n'ont pas changé d'un pouce. Madame Torres, je dois vous demander quelque chose. Cette nuit-là, le 14 novembre 2004. Je m'en souviens comme si c'était hier. Sa voix s'est durcie. J'ai regardé par ma fenêtre. Je t'ai vu là, debout sous la pluie. Cette petite valise à tes pieds. J'ai vu la voiture de tes parents s'éloigner. J'aurais dû sortir plus tôt. Je l'ai regretté chaque jour depuis. Est-ce que vous avez encore les images de vos caméras de sécurité de l'époque? Un silence. Tu sais, je ne supprime jamais rien. Une habitude de vieille institutrice. Tout documenté. Laisse-moi vérifier mes fichiers. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré, signalant l'arrivée d'un email. Une image granuleuse, mais indubitable. Une jeune fille de 16 ans, debout sur un porche, sous la pluie. 21h17. 14 novembre 2004. L'horodatage était visible dans le coin. L'adresse, la maison de mes parents, était partiellement visible dans le cadre. C'est toi, a dit Madame Torres quand je l'ai rappelé. C'est la nuit où ils t'ont jeté. Seriez-vous prête à authentifier cela officiellement, si nécessaire? Ma chérie, j'attends depuis 20 ans que quelqu'un me le demande. Sa voix était farouche. Tout ce dont tu as besoin, je serai là. Je l'ai remercié, j'ai raccroché. 2 preuves, 2 témoins. Maintenant, il me fallait un plan. J'ai passé la soirée à relire ma propre histoire. L'article du Seattle May était toujours disponible en ligne. Partagé plus de 12 000 fois, depuis sa publication en mars 2022. La journaliste, Rebecca Wang, l'avait intitulé « De mère ado à PDG du design, l'histoire de Grace Meyers ».
2500 mots sur la perte, la résilience, va la reconstruction à partir des ruines, de tout ce que l'on croyait savoir. J'avais été prudente lors de cette interview. J'avais dit la vérité, mais pas toute la vérité. J'avais mentionné être en froid avec ma famille, sans citer de nom ni de ville. J'avais parlé d'être devenue mère à 17 ans, sans identifier les parents qui m'avaient rejeté. Pas pour les protéger. Mais pour protéger Lily, des inconnus qui feraient des liens, poseraient des questions, va remuer une douleur qui ne leur appartenait pas. Maintenant, je parcourais les commentaires. Des milliers. Cette femme est incroyable. Imaginer être jeté par sa propre famille va réussir à ce point. J'ai vécu quelque chose de similaire. Cette histoire me donne de l'espoir. Quelqu'un devrait faire un film sur sa vie. Sérieusement. Un commentaire a attiré mon attention. Posté il y a seulement 2 semaines, est-ce que quelqu'un sait si elle est liée à la famille Meyers de Portland? Les gens du cabinet d'avocats? Quelqu'un à mon église en a parlé va maintenant je suis curieuse. C'est donc comme ça, que mes parents l'ont appris. Mon téléphone a sonné. Eleanor Vance. Grace, j'ai entendu dire que tes parents s'étaient manifestés, après 2 décennies de silence radio. J'ai ri malgré moi. Les nouvelles vont vite. C'est Seattle. Tout va vite. Sa voix s'est adoucie. De quoi as-tu besoin? Je ne sais pas encore. Des conseils, peut-être. Un point de vue. Ce que je sais, a dit Eleanor, c'est que tu as passé 20 ans à prouver qui tu es sans eux. Ne laisse pas 3 heures à leur fête, annuler tout ça. Elle avait raison. Mais je pensais déjà à quelque chose de plus grand, que ces 3 heures. Jeudi 7 novembre 2024, 15h42. Mon téléphone affichait un indicatif de l'Oregon que je ne reconnaissais pas. J'ai failli laisser l'appel aller vers la messagerie. Grace, c'est Nathan. Je n'avais pas entendu la voix de mon frère depuis 20 ans. Elle était plus grave maintenant, plus marquée. La voix d'un homme d'une quarantaine d'années, au lieu du jeune homme de 22 ans qui m'avait regardé depuis une fenêtre, alors que j'étais sous la pluie. Nathan. Je sais. Je sais que je n'ai aucun droit de t'appeler. Je sais que tu n'as aucune raison de me parler. Il a expiré d'une voix tremblante. Mais j'ai besoin que tu saches certaines choses avant. Avant quoi que ce soit d'autre. Alors, parle. L'histoire du petit-fils. Toute cette affaire comme quoi tu aurais un fils, ça vient de maman. Elle a lu l'article du Seattle Mail il y a 2 ans, mais elle ne l'a pas lu attentivement. Elle a juste vu un enfant va une entreprise prospère, elle a construit tout ce récit comme quoi tu aurais un garçon, qui serait une sorte d'entrepreneur. Elle a inventé un petit-fils. Elle l'a dit à ses amis de l'église, à ses amis du Rotary, elle a bâti toute une histoire sur ce jeune homme brillant, qui perpétuait l'héritage des Meyers. La voix de Nathan s'est brisée. Papa a suivi. Il se vante de ton fils imaginaire depuis des mois. J'ai fermé les yeux. Même maintenant, même après tout, la capacité de mes parents pour l'illusion me stupéfiait encore. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que j'ai été un lâche, Grace. Il y a 20 ans, j'aurais dû descendre. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû. Il s'est arrêté, respirant fort. Caroline moi en avons parlé pendant des années. Nous avons eu tort. Nous avons toujours eu tort. Et maintenant? Maintenant je veux arranger les choses. Peu importe la forme que cela prendra. Nathan a marqué une pause. La fête d'anniversaire. Caroline moi seront là. Si tu décides de venir, tu ne seras pas seul. Je ne savais pas quoi répondre. Nathan a parlé pendant encore 1 heure. Il m'a parlé des règles non écrites, lorsqu'on est un enfant Meyers. Les attentes, la performance constante. La façon dont nos parents utilisaient l'approbation comme une arme. L'accordant à ceux qui se soumettaient, la retirant à quiconque sortait du rang. Caroline a 2 enfants, a-t-il dit. 8 à 11 ans. Elle est terrifiée à l'idée qu'ils grandissent comme nous. Sur des œufs, sans jamais savoir s'ils sont à la hauteur. Pourquoi n'as-tu jamais pris contact en 20 ans? Long silence. J'ai failli le faire, il y a 5 ans. J'avais ton numéro, je l'avais trouvé via le site de l'entreprise. J'ai composé au moins une 12aine de fois.
Sa voix est descendue d'un ton. Va chaque fois, j'ai raccroché avant que ça ne sonne. Parce que je savais que si je te parlais, je devrais admettre ce que j'ai laissé faire. Et je n'étais pas prêt. Qu'est-ce qui a changé? De les voir se pointer à ta porte, exigeant un petit-fils qui n'existe pas. De les regarder essayer de t'acheter, comme si tu étais un accessoire, pour leur photo d'anniversaire. Nathan a expiré. Ça m'a fait réaliser que si je ne dis rien maintenant, je ne le ferai jamais. Et je passerai le reste de ma vie, en sachant que je t'ai laissé tomber 2 fois. J'ai repensé au frère dont je me souvenais. Celui qui jouait à des jeux de société avec moi, quand nos parents étaient à leur gala de charité. Celui qui m'avait appris à faire du vélo dans le jardin. Il y a autre chose que tu devrais savoir, a ajouté Nathan. La fête d'anniversaire. Il va y avoir un moment familial, qui sera diffusé en direct sur la page Facebook de l'église. Une idée du pasteur Harrison. Une démonstration d'unité, pour la congrégation. Indirect. 200 témoins en personne. Et qui sait combien d'autres, devant leurs écrans. Merci de me l'avoir dit, Nathan. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne suis pas encore sûr, mais je commence à y voir clair. Vendredi 8 novembre 2024, 10h14. Mon père a appelé directement cette fois. Sans préambule. Grèce, le temps presse. La fête est dans une semaine. 250 000 $, va réintégration complète dans la fiducie familiale. Dernière offre. J'ai parlé à Nathan. Silence. Il m'a parlé de l'histoire du petit-fils, que vous racontez aux gens. Celle que vous avez inventée à partir d'un article, que vous n'avez pas pris la peine de lire correctement. Ce n'est pas. Nous avons peut-être légèrement embelli. Vous avez inventé une personne entière. Vous parlez de votre petit-fils prodige à vos amis depuis des mois. Un petit-fils qui n'existe pas. Grèce. La voix de mon père s'est durcie. Je n'apprécie pas ton ton. Après tout ce que nous t'offrons. Qu'est-ce que vous m'offrez exactement? De l'argent pour que je fasse une performance devant vos amis? Une place dans une fiducie, que vous avez utilisée pour m'effacer? J'ai gardé ma voix calme, stable. Vous ne m'offrez rien. Vous essayez d'acheter votre sortie, d'un mensonge que vous avez créé. Tu n'as aucun droit de nous juger. Maintenant, il était en colère. C'est toi qui as détruit cette famille. C'est toi qui as apporté la honte. J'avais 16 ans. J'étais enceinte, j'avais peur, j'avais besoin de mes parents. J'ai serré le téléphone. Et vous m'avez jeté comme une ordure, vous avez passé 20 ans à prétendre que j'étais morte. Si tu ne viens pas à cette fête, Grèce, tu n'auras plus jamais l'occasion de faire partie de cette famille. Vous avez dit ça il y a 20 ans, vous savez quoi? J'ai construit une vie bien meilleure sans vous, que celle que j'aurais pu avoir avec vous. C'est ce qu'on va voir. Il a raccroché. Je suis restée assise dans mon bureau, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Une semaine, 200 invités, indirect. Il était temps d'arrêter de les laisser contrôler le récit. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de salle à manger avec Lily et Eleanor. Ils veulent une performance, a dit Eleanor, en faisant tourner son vin dans son verre. Ils veulent que tu te pointes, que tu souris aux caméras, que tu valides 20 ans de mensonges. Ils veulent t'utiliser, a ajouté Lily. De la même manière qu'ils t'ont toujours utilisé. Comme un problème à gérer, non comme une personne à aimer. J'ai regardé les 2 femmes. Mon mentor, ma fille. La famille que je m'étais construite. Je vais à cette fête. Lily a redressé la tête. Maman. Pas pour leur donner ce qu'ils veulent. Pour me donner ce dont j'ai besoin. J'ai sorti mon téléphone, leur montrant les photos de la lettre de déshéritage, les images de surveillance de Madame Torres, l'article du Seattle May. Ils ont passé 20 ans à contrôler mon histoire. À dire aux gens que je suis parti à l'étranger, à inventer un petit-fils, à me faire disparaître. Et tu veux réapparaître, a dit Eleanor lentement. Je veux dire la vérité, devant tout le monde qui compte pour eux. Sur leur scène, à leur fête, pendant leur précieux direct. J'ai pris une grande inspiration. Pas pour les humilier, mais pour arrêter de les laisser prétendre que je n'existe pas. Je viens avec toi. La voix de Lily était ferme.
Ils doivent voir qui je suis vraiment. Pas leur petit-fils imaginaire. Moi. J'ai pris sa main. Tu es sûr? Ça pourrait être. J'ai passé toute ma vie à savoir que mes grands-parents préféraient leur réputation à mon existence. Je suis sûr. J'ai appelé Nathan ce soir-là. Ton offre de te tenir à mes côtés, est-elle toujours valable? Caroline va moi en avons parlé. Nous sommes prêts. Alors, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Ne préviens pas maman va papa. Ne leur dis pas que je viens. Tu peux faire ça? Oui. Parfait. J'ai regardé les lumières de Seattle, cette vie que j'avais bâtie à partir de rien. Parce que, dans une semaine, on va leur montrer ce que signifie réellement être une famille. Samedi 15 novembre 2024, 18h47. Le salon de réception Cristal, à l'hôtel Hetman, était tout ce que mes parents auraient pu choisir. Des lustres en cristal, des nappes blanches amidonnées avec précision. Des arrangements floraux, qui coûtaient probablement plus cher que mon premier mois de loyer à Seattle. 200 invités en tenue de soirée, tenant des flûtes de champagne, bavardant sur les handicaps au golf, les portefeuilles d'investissement. Je me tenais à l'entrée avec Lily, à mes côtés. Elle portait une robe bleu marine, simple élégante. J'avais choisi du noir. Professionnel, sobre, impossible à ignorer. Ça va, a-t-elle chuchoté. Je m'apprête à faire irruption, à la fête des 50 ans de mariage de mes parents, pour dire à 200 personnes, qu'ils mentent depuis 20 ans. J'ai serré sa main. Je suis terrifié. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai regardé ma fille. Cette jeune femme incroyable, qui avait grandi en sachant que ses grands-parents avaient essayé de l'effacer, qui avait puisé sa force dans cette connaissance, au lieu de se laisser briser. Oui, ai-je dit. Ça va. Nous sommes entrés. La salle était organisée autour d'une estrade surélevée, au fond, où mes parents allaient prononcer leur discours. Une équipe technique installait le direct pour l'église Grace Fellowship. Je pouvais voir le voyant en Facebook Live, qui clignotait déjà. Et ils étaient là. Richard Diane Meyers, debout sur cette scène, entouré de gens venus les féliciter. Ma mère dans une soie couleur champagne. Mon père dans un costume bleu marine sur mesure. Tous deux rayonnaient, de la confiance de ceux qui croient avoir gagné. Ils ne nous avaient pas encore remarqués. La salle était trop bondée, l'attention trop focalisée sur eux. Mais les têtes commençaient à se tourner. Quelqu'un près de la porte a chuchoté, « Est-ce que c'est ?» La fille de l'article. La PDG du design. Les murmures se propageaient, comme des ondulations sur l'eau. Et puis, ma mère a levé les yeux. Mon père venait de commencer son discours. 50 ans de mariage m'ont appris que la famille est tout ce qui compte. Diane moi avons construit nos vies autour de ce principe. Nos enfants, notre communauté, notre foi. Sa voix portait dans la salle, amplifiée par le micro, captée par la caméra du direct. 200 visages regardaient avec admiration. Sur le petit moniteur près de la scène, je pouvais voir défiler les commentaires du Facebook Live. Quel beau couple! Que Dieu bénisse la famille Meyers. Quelle inspiration! Ma mère m'a vu la première. Son sourire de façade s'est figé. J'ai vu sa main se serrer sur le bras de mon père. Il a suivi son regard, s'est arrêté en plein milieu de sa phrase. Les gens ont commencé à s'en rendre compte. Les têtes se tournaient, les chuchotements s'intensifiaient. Quelqu'un au fond a dit assez fort pour être entendu, c'est elle, dans le magazine. La directrice du design. Quelqu'un d'autre, c'est la fille de Richard. Je croyais qu'elle était en Europe. Mon père s'est ressaisi le premier. Comme je le disais, la famille a toujours été. J'ai commencé à marcher vers la scène. La foule s'est écartée. Pas de façon dramatique, ce n'était pas un film. Mais les gens s'écartaient, sentant que quelque chose allait se passer. Lily marchait à mes côtés, le menton levé, le pas assuré. Nathan est apparu à la lisière de la foule. Caroline à ses côtés. Ils n'ont pas essayé de m'arrêter. Ils regardaient simplement. Grace, la voix de mon père est sortie des haut-parleurs, tendue maintenant. Quelle surprise! Nous ne t'attendions pas, j'ai gravi les 3 marches de l'estrade.
La caméra du direct suivait mes mouvements. Je sentais 200 paires d'yeux fixés sur moi, plus tous ceux qui regardaient en ligne. Bonjour, papa. J'ai pris le micro de sa main, avant qu'il ne puisse réagir. Bonjour à tous. Je m'appelle Grace Meyers. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, vous êtes nombreux ici, je suis la fille cadette de Richard Vadian. J'ai marqué une pause. Celle dont ils vous ont dit, qu'elle était partie en Europe, il y a 20 ans. Le silence dans cette salle était absolu. Je n'ai pas été en Europe, ai-je continué. Le 14 novembre 2004, il y a 20 ans demain, mes parents ont découvert que j'étais enceinte à 16 ans. Ce soir-là, ils m'ont mise à la porte. Ils ont fait rédiger des papiers par leur avocat, pour me renier. Ils m'ont dit que, pour eux, j'étais morte. Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. Les commentaires sur le direct explosaient. Je pouvais les voir défiler plus vite qu'on ne pouvait les lire. Ils ont raconté à tout le monde, que j'étais parti à l'étranger. Pendant 20 ans, ils ont prétendu que je n'existais pas. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti la lettre notariée. Voici le document que mon père m'a envoyé par courrier, 3 jours après m'avoir jeté dehors. Il stipule que je renonce à tout droit d'héritage, que la famille Meyers n'a aucune obligation envers moi, ou, je cite, tout dépendant de celle-ci. Je l'ai tenu face à la caméra, assez près pour qu'on puisse lire. Ce dépendant? C'est ma fille, Lily. J'ai désigné l'endroit où elle se tenait, au bord de la Seine. Votre petite fille, que vous n'avez jamais rencontrée. Le petit-fils dont vous parlez à vos amis depuis des mois, n'existe pas. Vous l'avez inventé à partir d'un article de magazine, que vous n'avez pas lu attentivement. Mon père a essayé de reprendre le micro. Grace, ce n'est pas l'endroit. Et quel est l'endroit, papa? J'ai tenu le micro hors de sa portée. Quel est le bon moment pour dire la vérité? Vous êtes venu chez moi la semaine dernière, en m'offrant 250 000 $ pour exhiber un petit-fils fictif à cette fête. 250 000 $, pour rendre votre mensonge réel. Je me suis tourné vers la foule, vers la caméra, vers les 200 témoins, les milliers de personnes en ligne. Je ne suis pas venu ici pour l'argent. Je suis venu ici, parce que j'en ai fini, d'être effacé. Le pasteur Harrison s'est avancé. Richard, est-ce que c'est vrai? Mon père ne pouvait pas répondre. Ma mère a commencé à pleurer. Je n'avais vu Diane Meyers pleurer qu'une seule fois dans toute mon enfance, à l'enterrement de sa propre mère. Maintenant, les larmes coulaient sur son visage, ruinant le maquillage soigné sur lequel elle avait passé des heures. Richard. La voix du pasteur Harrison était ferme. Je vous ai posé une question. Est-ce que ce que votre fille raconte est vrai? Toute la salle retenait son souffle. Mon père a regardé la foule, le maire, les membres du conseil du Rotary, les anciens de l'église, qui le respectaient depuis des décennies. Je l'ai regardé calculer, chercher une parade, essayer de trouver des mots, qui pourraient transformer cela en quelque chose d'acceptable. Il ne les a pas trouvés. C'était une période difficile, a-t-il fini par dire. Nous avons pris des décisions. Vous m'avez jeté dehors parce que j'étais enceinte. Ma voix est restée calme. Parce que votre réputation comptait plus que votre enfant. Nathan est monté sur scène, suivi de Caroline. Ils se sont tenus à mes côtés. Elle dit la vérité, a déclaré Nathan, sa voix portant dans toute la salle. Caroline moi étions là, ce soir-là. Nous avons regardé par la fenêtre, pendant que nos parents mettaient notre sœur de 16 ans dehors, sous la pluie. Nous n'avons jamais rien dit. C'était notre faute. Les murmures sont devenus un brouhaha. Je voyais des gens sortir leur téléphone, envoyer des SMS, enregistrer. Le maire, Harold Simmons, se dirigeait déjà vers la sortie. Madame Torres, ai-je dit, en désignant une femme aux cheveux gris, au dernier rang, qui était venue de Portland le matin même. Notre voisine d'il y a 20 ans. Elle a tout vu. Elle a des photos, des horodatage. Maggie Torres s'est levée, le menton fier. J'ai regardé cet enfant rester sous la pluie pendant 10 minutes, avant qu'elle ne s'en aille. Je lui ai donné un endroit pour dormir. La famille Meyers n'a jamais demandé, une seule fois, où elle était allée. Les commentaires sur le direct ont explosé. C'est de la folie. Ces pauvres filles. Que quelqu'un appelle les infos.
J'ai rendu le micro à mon père. Il l'a pris par réflexe, comme un homme en état de choc. Je ne suis pas venu ici pour vous détruire, ai-je dit assez bas, pour que seuls ceux sur scène puissent entendre. Je suis venu ici pour cesser d'être invisible. Ensuite, je me suis retourné vers la foule et j'ai élevé la voix. Je ne demande pas votre pitié. Je n'en ai pas besoin. Il y a 20 ans, j'ai été jeté sans rien. Aujourd'hui, je possède une entreprise de design à Seattle, avec 22 employés plus de 4 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Ma fille est en 2e année à l'université de Washington. Nous avons construit nos vies, sans l'aide de la famille Meyers. J'ai regardé directement la caméra. Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici parce que mes parents ont essayé d'acheter mon silence, la semaine dernière. 250 000 $, pour prétendre que leur mensonge était vrai. Je suis ici parce qu'ils méritent de faire face aux conséquences de ce qu'ils ont fait. Pas en privé. Mais devant la communauté, qu'ils estiment plus que leurs propres enfants. Lily est montée sur l'estrade a pris ma main. Je m'appelle Lily, a-t-elle dit dans le micro. La petite fille qu'ils n'ont jamais voulu. J'ai 19 ans. J'ai su toute ma vie, que mes grands-parents préféraient leur réputation à ma mère, par extension, à moi. Elle a regardé Richard Diane. Vous auriez pu me connaître. Vous auriez pu me voir grandir. Vous auriez pu être à mes fêtes d'anniversaire, à mes spectacles d'école, à ma remise de diplôme. Sa voix a tremblé. Vous avez choisi de ne pas l'être. Et maintenant, vous n'avez plus le droit de prétendre que c'était notre faute. Lily a rendu le micro a quitté la scène. Je l'ai suivi. Derrière nous, la salle de réception a sombré dans le chaos. À la porte, je me suis retourné une dernière fois. Encore une chose. Ma voix a percé le tumulte. Je ne vais pas vous poursuivre en justice. Je ne vais pas contester le testament, ni exiger de l'argent. Ces papiers de déshéritage, que vous avez signés il y a 20 ans, je les garde. Comme un rappel de qui vous êtes vraiment, non comme une arme. Richard a levé les yeux, la confusion peinte sur son visage. Il s'attendait à une bataille, un procès, des exigences. Mais comprenez bien ceci, si jamais vous répandez encore des mensonges sur moi, ou sur ma fille, si vous essayez de contacter Lily sans son consentement, ou si vous inventez une nouvelle histoire sur nous pour vos amis, je rendrai public chaque document que je possède. J'ai la lettre de déshéritage. J'ai les photos horodatées. J'ai des témoins. J'ai fait un signe de tête vers Madame Torres. Et maintenant, j'ai 200 témoins, pour cette conversation. Eleanor Vance est apparue à mon coude. Prête? Oui. Alors que nous franchissions les portes, j'ai entendu la voix du pasteur Harrison. Richard, Diane, je pense que nous devons parler en privé ce soir. Lily a serré ma main, alors que nous sortions dans la fraîcheur du soir de novembre. L'air était froid pur. Pour la première fois depuis 20 ans, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Maman. Sa voix était toute petite. Est-ce qu'on a bien fait? J'ai pensé à la Grèce de 16 ans, debout sous la pluie avec une valise un bébé qu'elle n'avait pas prévu. J'ai pensé à toutes ces années de construction, de survie, de lutte pour devenir quelqu'un. Nous avons dit la vérité, ai-je répondu. Nous avons posé une limite. Nous les avons laissés faire face aux conséquences de leur propre choix. Je l'ai prise dans mes bras. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai regardé le ciel nocturne. Maintenant, nous rentrons à la maison. Les retombées ont commencé en quelques heures. À minuit, la vidéo du direct avait été partagée 847 fois. Au matin, ce chiffre avait triplé. Quelqu'un l'avait intitulé « Une femme expose le mensonge de 20 ans de ses parents, à leur fête d'anniversaire », l'avait mise sur YouTube, où elle a accumulé 40 000 vues en 24 heures. 47 invités ont quitté la fête dans les 30 minutes suivant mon départ. J'ai appris cela par Nathan, qui m'a appelé dimanche matin pour un rapport complet. Le maire Simon s'est parti sans dire au revoir à papa. Madame Patterson, du conseil de l'église, l'a suivi. Les Henderson, tu te souviens d'eux? Ils possèdent la chaîne de concessions automobiles. Ils se sont même excusés auprès de moi en partant. Excusés de n'avoir jamais demandé où tu étais, d'avoir simplement accepté l'histoire officielle.
Dimanche après-midi, un court entrefilet est paru dans le Portland Herald, le gala d'anniversaire d'un avocat local se termine par une révélation familiale. L'article était soigneusement neutre, mais pas la section des commentaires. Je suis allé à l'église avec ces gens. Je n'en avais aucune idée. Richard Meyers a rédigé mon testament. Quel genre d'homme jette son propre enfant? Quiconque a vu ce direct ne verra plus jamais cette famille de la même manière. Dès le lundi, Richard avait démissionné de son poste d'ancien, à l'église Grace Fellowship. Pour raisons personnelles, indiquait le bulletin paroissial, mais tout le monde savait. Le mercredi, le conseil d'administration du Rotary Club annonçait qu'il réexaminerait les critères d'adhésion lors de sa prochaine réunion. Le nom de Richard était spécifiquement mentionné. Et pendant tout ce temps, j'étais à Seattle, répondant aux emails de clients potentiels. Cette nouvelle demande sont arrivées cette semaine-là. Des gens qui avaient vu l'article du Seattle Mail il y a 2 ans, qui venait de faire le lien avec la vidéo virale. Certaines retombées détruisent. D'autres clarifient. La mienne a fait les deux. Le jeudi suivant, une journaliste du Seattle Mail a appelé. Rebecca Wang, celle qui avait écrit mon portrait 2 ans plus tôt. Grace, je ne sais pas si vous avez vu, mais votre vidéo est partout. Nous aimerions faire un article de suivi. La PDG qui a affronté son passé. Qu'en pensez-vous? J'y ai réfléchi. Je vous rappelle. Bien sûr. Sachez juste que la réponse est massive. Les gens se reconnaissent dans votre histoire. Beaucoup ont vécu des expériences similaires. Elle n'avait pas tort. La boîte de réception générale de mon entreprise était inondée de messages. Pas sur le design. Mais sur la famille. Sur le fait d'être rejeté. Sur le fait de passer des années à se sentir invisible, de trouver enfin le courage de parler. Votre vidéo m'a poussé à appeler mon frère, pour la première fois en 12 ans. Je suis aussi une mère ado. Vous m'avez donné de l'espoir. Merci de montrer que le succès est la meilleure réponse, à ceux qui ont essayé de vous détruire. Le samedi, Nathan et Caroline sont venus me voir à Seattle. C'était leur première visite chez moi en 20 ans. Nous nous sommes assis dans mon salon, la même où nos parents avaient essayé d'acheter mon silence 2 semaines plus tôt, nous avons discuté pendant 6 heures. Nathan m'a parlé de ses années de culpabilité. Caroline a pleuré en rencontrant Lily pour la première fois. Leurs enfants, mon neveu ma nièce de 8 à 11 ans, jouaient dans mon jardin pendant que les adultes essayaient de reconstruire quelque chose sur les décombres. Je suis désolé, a dit Nathan. Je sais que ce n'est pas assez. Je sais que désolé n'efface pas 20 ans. Non, ai-je acquiescé. Ça n'efface rien. Mais c'est un début. Lily regardait depuis le seuil. Cette jeune femme qui avait grandi sans famille élargie, voyait enfin à quoi cela pouvait ressembler. Imparfait, compliqué, mais réel. Une semaine après la fête, mon téléphone a sonné. Un numéro de l'Oregon. Ma mère. Grace. Sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Je ne t'appelle pas pour m'excuser. Je ne sais pas comment m'excuser pour ce que nous avons fait. Alors, pourquoi appelles-tu? Long silence. J'ai regardé la vidéo, le direct. Je l'ai regardé 11 fois. Une autre pause. Je n'arrête pas de regarder ton visage quand tu parles, en essayant de voir ma fille. Celle que j'ai. Celle que j'ai mise sous la pluie. Je n'ai rien dit. Ton père est. Elle a laissé sa phrase en suspens. Il ne va pas bien. L'église, le Rotary, ses collègues. Tout le monde le regarde différemment maintenant. Il ne sait pas comment gérer ça. Je n'ai pas fait ça pour le punir, ni pour te punir toi. Je sais. Je le sais maintenant. Sa voix s'est brisée. Tu l'as fait parce que tu devais arrêter de faire semblant. Tu l'as fait parce que nous ne t'avons laissé aucun autre choix. Pourquoi as-tu appelé, maman? Le plus long silence de tous. Parce que je voulais entendre ta voix. Parce que je ne l'ai pas entendue depuis 20 ans, j'ai réalisé que je pourrais ne plus jamais l'entendre. Elle pleurait maintenant. Parce que ma petite fille est montée sur cette scène, a dit à 200 personnes, qu'elle avait passé toute sa vie à savoir que nous ne voulions pas d'elle. Et je ne pouvais plus respirer. J'ai fermé les yeux. Je ne suis pas prête à vous pardonner, ai-je dit.
Je ne le serai peut-être jamais. Mais je ne vais pas te raccrocher au nez non plus. C'est plus que ce que je mérite. Oui, c'est vrai. Nous sommes restés en ligne 1 minute de plus, sans parler. Puis, elle a dit au revoir. Elle n'a pas demandé une autre chance. Elle n'a rien exigé. C'était peut-être un progrès. Ou peut-être juste le premier pas, d'un très long chemin. Thanksgiving 2024. Ma table de salle à manger, celle que j'avais achetée il y a 3 ans dans une vente de succession que j'avais restaurée moi-même, accueillait 12 personnes. Elle n'avait jamais été aussi pleine. Lily était à ma droite. Eleanor Vance à ma gauche. Madame Torres, revenue de Portland, apprenait à mon neveu à plier des serviettes en forme de cygne. Nathan découpait la dinde pendant que sa femme dressait les plats. Les filles de Caroline se disputaient pour savoir qui allumerait les bougies. Mes parents n'étaient pas là. Nous n'en étions pas encore là. Peut-être n'y arriverions-nous jamais. Mais en regardant autour de cette table, j'ai réalisé quelque chose. J'avais passé 20 ans à pleurer une famille qui n'avait jamais vraiment voulu de moi. Maintenant, j'étais entouré de gens qui avaient choisi d'être là. Qui voulaient me connaître. Pas une version de moi, pas un accessoire pour leur image, mais moi. Lily s'est levée pour porter un toast. J'ai écrit quelque chose pour maman. Elle a sorti un papier plié. Quand j'étais petite, je demandais pourquoi je n'avais pas de grands-parents comme les autres enfants. Maman m'a toujours dit la vérité, qu'ils avaient fait un choix, que ce choix n'avait rien à voir avec moi. Il m'a fallu des années pour vraiment comprendre cela. Elle m'a regardé. Mais je comprends maintenant. Et je sais que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est parce que tu n'as jamais laissé leur choix nous définir. Elle a levé son verre. À la famille que l'on construit, non à celle où l'on est. Tout le monde a bu. Plus tard, une fois les plats débarrassés, les invités dispersés dans la maison avec leur café, je me tenais à la fenêtre de la cuisine. Lily est apparue à mes côtés. Ça va? J'ai regardé ma fille. Cette vie que j'avais assemblée à partir des ruines, de tout ce que je pensais avoir perdu. Oui, ai-je dit. Ça va vraiment. Si vous m'écoutez encore, laissez-moi vous dire ceci. Il y a 20 ans, j'étais une gamine de 16 ans terrifiée, debout sous la pluie, regardant les feux arrière de la voiture de mes parents disparaître au bout de la rue. Je pensais que ma vie était finie. Je pensais qu'il ne me restait rien. J'avais tort. J'ai eu Marcus, aussi longtemps que j'ai pu l'avoir. J'ai eu Madame Torres, qui a ouvert sa porte alors qu'elle n'y était pas obligée. J'ai eu Eleanor, qui a vu le potentiel d'une jeune mère n'ayant rien d'autre que sa détermination. J'ai eu Lily, qui a grandi en connaissant la vérité, qui a choisi d'être farouche au lieu d'être amère. Et finalement, je me suis eu moi-même. La version de moi qui a cessé de demander la permission d'exister. Si vous êtes dans une situation où votre famille vous donne l'impression que vous devez vous effacer pour être acceptable, ou que votre valeur dépend de leur approbation. Je vous comprends. Je suis passé par là. Mais voici ce que je sais maintenant, vous n'avez pas besoin de leur validation pour connaître votre valeur. Poser des limites n'est pas une vengeance, c'est de la survie. Et parfois, la famille que vous construisez est plus forte que celle dans laquelle vous êtes né. Mes parents ne se sont toujours pas excusés. Pas vraiment. Richard a pratiquement cessé de parler depuis la fête. Diane appelle de temps en temps, je réponds quand je peux. Nathan Caroline font des efforts. Nous en faisons tous. Mais je n'attends pas qu'ils changent. Je vis ma vie. Celle que j'ai construite. Celle que j'ai méritée. Celle qui n'appartient qu'à moi. Ce n'est pas une fin de conte de fées. C'est une fin réelle. Et les fins réelles n'ont pas besoin d'applaudissements. Elles ont juste besoin de vérité. Merci d'avoir écouté mon histoire.